Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes là pour la dernière séquence de la journée. Alors, je n'ai pas de retour écran, donc je ne sais pas si vous avez tout de suite un plan sur mon voisin de droite, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même assez largement changé de format, puisque nous sommes avec Haroun Asso, un grand chef que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Et puis à ma gauche, il y a Marine Mandria, la fondatrice du Refugee Food Festival, Christophe Lavelle, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et auteur de Je mange donc je suis, petit dictionnaire curieux de l'alimentation. Je le dis parce que je pense qu'un certain nombre de personnes à l'issue de cette table ronde auront envie de l'acheter comme je l'ai fait, qui est un livre qui a donné naissance à une exposition un peu itinérante qui montre qu'il y a plein de choses à apprendre en mangeant, ce qui est un peu l'objet de cette table ronde ce soir. Et puis à mes côtés, il y a Anne Lemort, vous êtes la cofondatrice de Chef for the Planet, un mouvement qui vise à évangéliser de manière laïque, mais évangéliser les bonnes pratiques autour de l'alimentation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, le VIP de ce soir, la guest star, Haroun Asso, qui est quelque part entre le chef cuisinier et le magicien, puisque vous avez déjà fait goûter à l'aveugle du bœuf bourguignon à un public qui n'y a vu que du feu, alors qu'il n'y avait ni bœuf ni vin. C'était en réalité du chou. Et ce soir, vous avez accepté pour nous de réaliser un défi. C'est que comme c'est Hanouka, vous avez décidé de rendre un hommage à Hanouka, mais avec un menu un peu pas vraiment traditionnel. Avec un menu qui va représenter les prochaines années, un menu pour s'adapter, parce que depuis le début de l'année, on s'adapte, donc on ne peut pas prévoir. On avait beaucoup d'agendas remplis, mais avec la crise, on a tout modifié notre agenda. Du coup, aujourd'hui, on va partir sur un voyage des invendus, avec un menu avec des épices qui viennent de Liban, ou sinon des Syrie. Et aujourd'hui, on a prévu de faire un volté de butternut qu'on a récupéré avec les invendus du Resto du Cœur. Actuellement, on fait 200 repas pour les Restos du Cœur. Et pour le plat, ça va être un suprême de volaille, cuit basse température, avec une courge et spaghetti, accompagné d'une petite sauce yassa. C'est une petite sauce qui vient de chez moi. Et pour le Hanouka, ça va être des beignets de mil. Alors, je vous demanderai évidemment à chaque fois de nous redire un petit mot sur chacun des plats. Juste pour dire, donc, je demanderai à Marine de rappeler dans quel contexte vous vous êtes rencontrés. Mais vous, en 2019, fin 2019, bon timing, vous aviez lancé une activité de traiteur relativement florissante. Et puis, le Covid est venu. Compliqué de faire du traiteur. Ouais. J'ai bossé dans une boîte qui faisait d'événementiel, le groupe Châteauforme. Et ils avaient beaucoup de demandes sur la cuisine africaine. Malheureusement, il n'y a pas de traiteur sur ça. Du coup, j'ai lancé ma boîte en fin 2019 et ça a démarré bien. Sauf qu'en février, il y avait beaucoup d'annulations. Du coup, je n'ai pas pu avoir de commandes. Je suis resté à la maison comme beaucoup de Français. Et en mois de mars, on était confinés. Du coup, j'ai proposé mes services à Refugee Food Festival, que je connaissais avant. J'ai commencé, eux, en tant que bénévole. Il y a Marine et Louis qui m'ont dit si je pourrais être chef pour accompagner la production de l'aide alimentaire. On produisait 500 repas par jour avec les invendus de la grande distribution. Et moi, au moment que le président de la République il parlait de confinement, et moi, je me disais qu'est-ce que je pouvais faire pour la nation, pour redonner un petit peu ce qu'ils m'ont donné en 2014. Parce qu'en 2014, j'ai été bénéficiaire de l'aide de l'État. Donc, je me suis dit que ce qui compte, ce n'est pas être français ou étranger, c'est de mettre dans sa tête qu'est-ce que la nation peut m'offrir et en retour, qu'est-ce que moi je peux offrir la nation. Je me suis dit que je vais être bénévole, soit dans les hôpitaux, soit dans les associations pour apporter ma pierre. Et ça a marché. Oui. Sauf que derrière, j'ai eu aussi un poste de chef formateur. Avec le Refugee Food Festival, vous avez distribué, alors Marine va en dire un mot dans un instant, mais entre 30 et 40 000 repas, vous vous êtes pas vraiment reposé. Et là, vous trouvez encore un peu de temps et d'énergie pour être avec nous ce soir. Donc vraiment, on vous remercie. Juste un mot sur ce que vous faites, c'est-à-dire
le fait d'aller récupérer effectivement, donc, vous le disiez dans le premier confinement, des invendus de la grande distribution. Aujourd'hui, le dîner que vous nous préparez ce soir, vous êtes allé voir les Restos du Cœur. C'est pas très naturel pour un certain nombre de chefs. Et vous aviez expliqué dans un podcast sur RFI que votre grande hantise, votre ennemi absolu, c'était le gaspillage. C'est ça qui dirige votre cuisine, c'est d'abord vous dire comment est-ce que je récupère tout? En fait, au début, je bossais dans des maisons. On avait droit à tout, pas mal de produits. On pouvait avoir tous les meilleurs produits du monde. Mais une soirée au Refitorio pendant le Refugee Food Festival, j'ai pu faire ça avec Refitorio. Moi et Maxime, on était partis à la banque alimentaire pour récupérer les invendus. Il me dit, Aruna, tu sais, tous les produits qui sont là, ça devrait partir à la poubelle. Bien, j'ai dit, comment ça se fait? Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas, ou sinon on achète des produits qu'on n'a pas besoin. Il me dit, ben, c'est tout le temps comme ça. Après, je me suis intéressé, je suis parti chez mon employeur. Je dis qu'il faut qu'on revoie les budgets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on commande, qu'on peut faire autrement. Et du coup, ça a commencé à... J'avais des réticences au niveau de la direction, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on baisse notre offre. Du coup, moi, je me suis dit que bon, si je continue à travailler dans ces maisons comme ça, ce n'est pas ma vision de la cuisine ou du monde. Parce que je vois que, comme Maxime m'a expliqué, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas assez de gens motivés pour faire cette cuisine-là. Et moi, je me suis pas... J'ai dit que je vais faire cette cuisine-là, parce que c'est une cuisine qui me ressemble. Je pense que je viens dans un pays où je vis pas mal de pays en Afrique de l'Ouest. On ne mange pas à sa faim. Par contre, on cultive beaucoup et 70% des récoltes, ça part à la poubelle parce que la chaîne alimentaire, elle est mal faite. Je dis, c'est à moi de proposer l'expérience que j'ai reçue, de nourrir les gens avec tous les invendus qu'on jette à la poubelle grâce à mes expériences. Du coup, j'ai cherché pas mal d'associations. Avant le Covid, il n'y en avait pas beaucoup. Actuellement, il y en a beaucoup, tant mieux, pourvu qu'on ouvre des restos pour les invendus, pour nourrir les gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans le besoin. Du coup, j'ai commencé à faire avec le Refugee Food Festival pour l'aide alimentaire. Je pense que ma cuisine va être guidée par les invendus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas besoin de commander beaucoup de produits pour faire ce qu'on veut. Moi, vous me donnez une carotte, je sais que je peux m'éclater avec une carotte. On peut se tutoyer, il est 20h, on a le droit. Merci infiniment et un grand bravo, Aruna. Je vous laisse finir le service de vos butternuts et on revient juste après. Mais c'est vraiment incroyable et je peux vous assurer que vous dites juste une petite erreur, c'est que vous rendez infiniment plus à la France que ce qu'elle vous a donné en 2014. Marine Mandrilla, donc, comme il est passé 20h, tout le monde a le droit de se tutoyer ce soir. Dans une espèce de disruption des règles, cofondatrice du Refugee Food Festival. Pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce mouvement et comment il fonctionne? C'est un projet qui a pris plusieurs formes maintenant, mais qui initialement a vraiment pour objectif d'essayer de faire évoluer les regards et les mentalités sur les personnes réfugiées en utilisant la cuisine et les gastronomies. Donc c'est vraiment une mission de sensibilisation et dans un deuxième temps d'insertion professionnelle. Et chaque année en juin, plus personne m'écoute parce que tout le monde est comme ça, c'est génial. Et du coup, chaque année en juin, on crée des collaborations entre des restaurants, des restaurateurs locaux et des cuisiniers réfugiés qui vont, le temps d'un service, de 2 services, de 2 semaines, 3 semaines, co-créer des plats franco-mauritaniens, franco-syriens, franco-éthiopiens pour donner à voir aussi des patrimoines culturels venus d'ailleurs. Et ça se passe dans plein de villes en France et en Europe. Et parallèlement, on a un petit restaurant d'insertion dans le 12e arrondissement, dont Aruna est le chef formateur. Et on a aussi des activités de formation professionnelle. Donc on forme des personnes réfugiées au métier de commis de cuisine avec tout un accompagnement social, français, etc. Alors comme je nous vois tous hyper cérémonieux, Madame la Présidente, Amandine Lepoutre, est-ce qu'on a le droit de manger du coup? Merci. Voilà, maintenant qu'on a l'onction présidentielle, on peut manger, sauf Marine qui doit continuer à nous parler du Refugee Food Festival. Évidemment, le confinement est venu et pour l'ensemble de l'activité restauratrice et pour les traiteurs en particulier, c'est éminemment compliqué. J'imagine que Aruna n'a pas continué tout seul dans son coin. Vous aussi, vous avez fait de l'aide, de la distribution alimentaire, vous avez continué vos activités malgré les difficultés?
En fait, exactement, au tout début du confinement, il y a vraiment eu quelques jours où, d'un côté, on recevait des appels de restaurateurs et de producteurs qui nous disaient nos chambres froides sont pleines à craquer, qu'est-ce que vous voulez récupérer, etc. Et de l'autre côté, des centres d'accueil et des associations qui nous disaient est-ce que vous pouvez produire des choses parce qu'on n'a plus rien à manger. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'Aruna nous a appelés en disant voilà, moi je fais rien, je veux mettre mon temps à profit, je veux venir vous aider, comment on peut faire. Et on s'est mis autour d'une table avec Aruna, avec d'autres bénévoles, avec nos salariés en insertion. Et on a très vite, enfin je dis on, surtout Aruna et son équipe, ont commencé à produire très vite beaucoup de repas. Et surtout, ce que je tiens vraiment à souligner, et ce qu'Aruna a vraiment extrêmement bien fait, c'est qu'il a réussi à produire sur 9 semaines des repas entrées, plats, desserts, diversifiés, complets. Il n'y a quasiment jamais eu une seule fois le même menu, à partir à la fois d'un vendu alimentaire et de quelques produits qu'on a réussi à continuer à commander auprès de nos producteurs. Et ce qui était vraiment chouette aussi, c'est que ça, on a réussi à le faire avec d'autres associations, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le secteur associatif, où on est un petit peu parfois la tête dans le guidon et on ne travaille pas forcément ensemble. Et là, on s'est alliés avec l'association Ernest, avec les grands voisins, avec Linky, l'association qui récupère toute l'année des invendus alimentaires et qui les redistribue à des associations. Et on a effectivement produit pendant tout le confinement quasiment 40 000 repas avec une chaîne de production, de distribution, voilà, donc tout un gros programme. Et on a continué un petit peu à le faire là pendant le second confinement, uniquement avec les Restos du Cœur. Donc tous les matins, ils viennent nous donner des légumes et des denrées. Ensuite, Aruna et son équipe de bénévoles produisent et les Restos du Cœur ensuite viennent récupérer et redistribuer dans leur centre de distribution. La raison pour laquelle on vous a tous invités ce soir, c'est pas seulement, c'est vraiment délicieux. Hein. C'est pas seulement pour avoir l'occasion de manger de façon délicieuse et de rendre extrêmement jaloux les gens qui sont devant leurs écrans et qui sont sans doute en train de cuisiner, à moins que vous soyez vraiment des très 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 grands chefs, des choses moins bonnes que ce que nous on mange. C'est parce que la nourriture, c'est plus que de la nourriture, et dans les distributions de repas, il se passe énormément de choses autour du lien. Qu'est-ce qui se passe précisément d'ailleurs ? Ouais, je pense que ce qu'Aruna aussi dit souvent, c'est qu'en donnant un repas, on donne évidemment bien plus qu'un repas, mais du réconfort, de la chaleur humaine, de l'attention, simplement de la considération. Et ce qu'Aruna a mis un point d'honneur à réussir à faire, c'est-à-dire à donner des repas complets qui ont du goût, qui étaient bien dressés, qui étaient savoureux, et ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans l'aide alimentaire, et je ne jette la pierre à personne, c'est très difficile, mais voilà, c'est une manière, je crois, de redonner, de considérer l'autre et de partager bien plus qu'un repas, mais aussi de la chaleur humaine, de l'hospitalité, de l'accueil, de l'amour et tout ce dont on a besoin, en plus que simplement de se nourrir. Anne Lemort, ça résonne forcément à vos oreilles parce que la nourriture, en plus d'être de la nourriture et de l'accueil, c'est aussi la paix et la sécurité, et c'est aussi la préservation du climat et de l'environnement. Ça paraît un petit peu éloigné comme ça, et pourtant c'est le point de départ de Chef Force the Planet. Dans une vie antérieure, vous étiez dans la diplomatie, mais quand vous vous étiez rendu compte qu'il y avait tous ces enjeux vraiment globaux qui convergeaient autour de la nourriture, vous avez lancé ce mouvement. C'est un peu ça le point de départ ? C'est ça. J'ai travaillé pendant presque 20 ans aux Nations Unies sur plein de thèmes assez différents, mais dernièrement surtout sur des questions liées au climat et à l'environnement. Et j'ai fait une rencontre il y a un an avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien Ripari, qui travaille dans la gastronomie. Et ensemble, on a eu envie de créer cette communauté internationale de chefs pour promouvoir le bien manger et une gastronomie plus durable, une gastronomie plus respectueuse de l'environnement, du climat. Tout ce qui est, par exemple, notre système agricole et alimentaire, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un quart des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc c'est énorme, l'empreinte carbone de nos assiettes est énorme. Et donc nous voulions, avec Sébastien et la communauté de chefs engagés qu'on est en train de construire petit à petit, de chefs dans le monde entier, vraiment sensibiliser. C'est un peu comme Refugees Festival, c'est vraiment un travail de sensibilisation à de nouvelles manières de manger, donc nouvelles manières de cuisiner, de consommer, de produire.
Alors, je suis désolé qu'il n'y ait pas de champ contre champ de la caméra, parce qu'en fait, il se trouve qu'Amandine Lepoutre n'a pas d'assiette et qu'elle vit un truc qui est bien pire que ce qu'a subi Tantale dans la mythologie grecque, mais là, vraiment, elle souffre. C'est profondément injuste. Et donc, votre action, en fait, ça va être évidemment de sensibiliser, d'aller conquérir de nouveaux publics à cette question du bien manger. Vous organiserez Inch Covid, comme on disait ce matin avec Rachim Benzine et Delphine Orviller. C'est-à-dire, si le Covid vous le permet, vous organiserez un grand événement en réel et non plus derrière des écrans pour sensibiliser les publics à l'alimentation saine, c'est ça? C'est ça. Alors, on a déjà commencé à participer à des événements, des débats autour de différents thèmes, par exemple la gastronomie, le climat et la biodiversité, ou autour de la pêche durable. On a aussi le projet l'été prochain d'organiser un festival autour de l'alimentation et de la gastronomie de demain. Vraiment pour discuter de toutes ces questions. Alors, qu'est-ce qu'est le bien manger? Qu'est-ce qui est une alimentation plus responsable, plus durable? C'est beaucoup tout ce qui a à voir avec le gaspillage alimentaire. Donc, je trouve vraiment ça exceptionnel le travail que vous faites sur les invendus. C'est également toutes les questions de bien-être animal et aussi de type d'élevage. Et puis, c'est manger différemment, donc manger plus local, plus saisonnier, plus végétal. On sait qu'il faut manger moins de viande, non seulement pour notre santé, mais aussi pour la planète. Donc voilà, c'est toutes ces notions qu'on aimerait mettre en avant et sensibiliser le plus le public, en commençant aussi par les enfants et les jeunes. Ils sont en général très friands de ce genre de choses. Vous avez lancé le mouvement en mai. Aujourd'hui, vous avez plus de 100 chefs, c'est ça, qui sont avec vous? C'est ça. Ça s'appelle Chef for the Planet et non pas Chef pour la planète. Donc le périmètre de jeu n'est pas que la France, on est d'accord? C'est une communauté et un réseau international. On voulait vraiment, on tenait à ce que ce soit international, puisque c'est des questions vraiment mondiales et pas que des questions qui touchent la France. Voilà. Alors, je vais demander à votre voisin si on peut reprendre les 3 topics que vous avez adressés, comme on dit en excellent français à l'instant, sur le bien manger. Je me souviens que, Christophe, tu m'avais déconstruit mes stéréotypes, parce que moi, j'étais persuadé qu'effectivement, l'alimentation de demain devait être végétarienne, végétalisée, locale en circuit court et bio. Et tu m'as expliqué qu'en fait, c'était un tout petit peu plus compliqué que le fait de passer. C'est un objectif, il faut tendre vers ça, mais pourquoi est-ce que c'est une vision un peu erronée de la réalité? C'est pas vraiment que c'est une vision erronée, c'est que c'est toujours pareil, la réalité elle n'est jamais dichotomique. C'est-à-dire qu'effectivement on a l'impression que tout à coup il y a quelque chose de nouveau qui va se passer et que demain il faut qu'on cultive à 100% bio, et que demain il faut qu'on s'approvisionne dans un rayon de 30 km, et que, etc. etc. On sait bien que quand on part avec des objectifs totalement irréalistes, on ne les atteindra jamais et on risque même de se décourager en disant mais de toute façon ça ne va pas fonctionner ce truc-là. Donc dans toute chose, et surtout l'alimentation, il faut toujours garder un côté très pragmatique. Je prends un exemple, on parle du local, évidemment qu'on ne va pas s'arrêter de manger du chocolat, ça serait absolument absurde, alors que le chocolat ne sera jamais local. Donc on sait bien qu'on a envie de faire progresser les choses, et c'est pareil pour le bio. Si on raisonne, une agriculture 100% bio en France, à l'heure actuelle, ne nourrit pas la France. Ce n'est pas tant des histoires de rendement, mais c'est des histoires d'effectifs. Les gens, ils ont envie de manger bio, mais par contre, plus personne n'a envie de cultiver. On a un nombre, le nombre d'agriculteurs est en chute libre depuis pas mal d'années. Donc, à partir d'un moment, il faut être réaliste. Il faut aussi être dans des positions où on va pouvoir produire une offre alimentaire suffisante pour tout le monde, avec une réduction évidemment des impacts écologiques. Ça veut dire qu'il y en a qui vont effectivement passer en bio, qui vont proposer des produits de cette manière-là. Et puis il y a d'autres labels qui se mettent en place. Le fameux haute valeur environnementale, HVE, qui est très décrié du coup par les bio. Et on est un peu dans des guerres de labels et des guerres de pratiques qui sont souvent stériles, parce que toutes ces initiatives apportent des choses qui sont plutôt positives. Après, il faut connaître un peu les limites de chaque système pour pouvoir, de manière coordonnée, réussir à nourrir tout le monde, mais nourrir tout le monde dans des conditions acceptables, que ce soit des conditions humaines, mais aussi des conditions matérielles. C'est bien gentil, c'est pareil, quand à chaque fois,
Et j'ai la chance, entre guillemets, d'évoluer dans un milieu, effectivement, où l'alimentation est culturellement très présente. Et c'est un microcosme. Et tous les gens avec qui je parle autour de moi sont dans le même microcosme et ont tous un peu la même ligne de mire en disant, mais de toute façon, le grand diable, c'est la grande distribution, c'est l'agriculture intensive, etc. Il faut un peu se décentrer, il faut sortir de son microcosme et se dire, oui, mais la grande distribution, c'est elle qui nourrit 70% des gens, qui permet aussi, d'une certaine manière, d'avoir des prix accessibles pour beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle idéal, parce qu'il a ses défauts, mais c'est certainement pas en étant dans une logique, en se disant demain on va contourner la grande distribution, qu'on est dans un modèle réaliste d'alimentation de demain. Il est évident que la grande distribution est un acteur essentiel, et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut œuvrer pour la rendre effectivement plus vertueuse et aller dans ce sens-là, mais il faut sortir des utopies. L'utopie n'a pas sa place dans l'alimentation. Si on va avoir une utopie concrète, pour employer un oxymore, avec la grande distribution, puisqu'il faut discuter avec eux, il faut évidemment discuter avec eux, faire un certain nombre de nouvelles lois. La loi Egalim en était une, d'autres propositions. Il faut leur dire quoi dans l'ordre? D'abord, on va vous taxer plus fortement si vous continuez à mettre des avocats, ou plutôt on va vous inciter si vous mettez en avant les producteurs locaux. C'est des enjeux qui ont l'air un tout petit peu anodins, et à l'aune du confinement, ils sont revenus de manière paroxystique, parce que tout d'un coup, on a dit, bah voilà, vous êtes ouverts, et nous, les petits producteurs locaux, on est fermés, donc ouvrez-nous vos portes. Ce qu'ont fait certains, d'ailleurs. Certains ont ouvert les portes aux petits producteurs, effectivement. On ne va pas citer de marque ici, mais voilà, il y en a qui ont fait ça. On peut citer une marque s'ils sont vertueux. On peut citer une marque s'ils sont vertueux. Pour citer une particulière, parce que j'en connais une qui a fait ça, mais ils sont peut-être plusieurs à avoir fait ça. Ils ne sont pas tant que ça sur le milieu de la grande distribution, de toute façon. Et cette grande distribution, elle est prise en étau, et tant mieux, entre deux injonctions. Et c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il y a la législation qui peut œuvrer. On peut imaginer qu'un des rôles effectivement de nos gouvernants serait de mettre en place des mesures des mesures incitatives qui permettraient de réguler d'une certaine manière les pratiques à ce niveau-là. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment le consommateur. Mais le consommateur, pour qu'il soit efficace dans son action, il faut qu'il soit éduqué. Et je dis ça, c'est pas de la condescendance, c'est qu'il y a vraiment un vrai besoin d'éducation à l'alimentation, parce qu'il y a uniquement avec un certain savoir en tête, ce n'est pas des grandes théories, il ne s'agit pas d'équations, mais avec un certain savoir en tête, qui est de la culture de base, qu'on n'a pas pour l'instant. C'est avec cette culture de base qu'on peut transformer le consommateur en ce qu'on appelle le consomme-acteur, qui est un néologisme très à la mode, qui montre bien que justement, à partir du moment où on mange tous les jours, et donc on doit faire des achats alimentaires tous les jours, on a un pouvoir coercitif effectivement, dans nos choix alimentaires, sur qu'est-ce qu'on va vouloir favoriser. Encore faut-il, évidemment, avoir ce loisir du choix, c'est-à-dire un pouvoir d'achat qui permette quand même un minimum d'orienter. Évidemment, quand on est sous une dépendance d'une aide alimentaire, on est totalement passif par rapport à ça. Donc il y a des enjeux qui sont très différents suivant la catégorie dans laquelle on se place. Mais il est clair que le consommateur est une pièce, la pièce fondamentale du puzzle, et ça nécessite, encore une fois, une certaine une connaissance de ce qui est vertueux, ce qui ne l'est pas, et donc une action qui peut le devenir aussi. Cet enjeu d'éducation au bien manger, est-ce que c'est une utopie réaliste ou pas? Parce qu'on arrive à la fin de cette journée, et au fond, ce matin, Delphine Erwiller et Rachid Benzine disaient il faut quand même que l'école nous enseigne le vivre ensemble, la coexistence entre les cultures. Najat Vallaud-Belkacem disait il faut que l'école nous enseigne à apprendre à coder, apprendre à décoder des sources et des infos. Je vous passe les étapes suivantes, mais on lui en demande beaucoup à l'école. Est-ce qu'elle peut porter ça sur ses épaules, que d'apprendre aux enfants de connaître la saisonnalité, les produits de saison, ce genre de choses? Alors, ça devrait, et je pense que c'est réaliste. Et il y a beaucoup d'opérations qui se mettent en place. L'école comestible, par exemple, récemment, qui viennent d'initiatives privées et qui se lancent un peu dans ce créneau qui, malheureusement, pour l'instant, n'est pas occupé justement par l'éducation nationale. Mais on peut imaginer qu'à force de répéter le message, on va effectivement peut-être réussir à fédérer un peu les différentes initiatives qui se mettent en place de part et d'autre. Mais on sent bien qu'il y a une volonté, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'aller là-dedans, mais tout le monde ne sait pas comment faire, par contre. Et c'est là qu'on peut aider, et que moi, en tant que scientifique, j'interviens souvent dans les écoles, souvent pas forcément directement, mais d'ailleurs pour aider les enseignants eux-mêmes qui veulent développer un projet autour du développement durable, autour de la réduction du gaspillage, ou ne serait-ce que comprendre un peu l'alimentation. Et cette demande, elle mérite d'être... il faut y répondre, effectivement, et je dirais que pour l'instant, il y a un chantier à mettre en œuvre.
qui est quand même, j'invite les téléspectateurs à aller regarder vos conférences TED, notamment celle sur l'école de Nancy, qui est sans doute une de celles qui m'avait fait le plus rire. C'est compliqué quand même de vous suivre, de comprendre où sont les propriétés des aliments, où sont les sucres cachés, etc. C'est un boulot. Hein. Alors, ça dépend, il ne s'agit pas de transformer les écoliers transformer en scientifiques, si, un scientifique en herbe, améliorer la culture scientifique, c'est important. Après, il ne s'agit pas de devenir scientifique forcément. Il y a juste un minima qui est nécessaire pour appréhender ne serait-ce que notre environnement. L'alimentation fait partie de notre environnement et ce minima, pour l'instant, les élèves ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a un vrai défaut de culture scientifique un peu partout dans le monde, mais en France, c'est mesuré. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, on a quand même appris qu'on était le dernier pays européen en niveau mathématique. Donc, et les maths étant une des disciplines, je pense que pour les autres, ce n'est pas forcément beaucoup mieux. Donc ça montre bien qu'il y a un gros souci. Les maths, il ne s'agit pas évidemment, on dit toujours le théorème de Pythagore, Pythagore, je m'en fous, ça fait 30 ans que je ne m'en suis pas servi, ce n'est pas ça qui est important. Mais quand on apprend les maths, on n'apprend pas juste un théorème, on apprend une manière d'appréhender le réel, on apprend une rigueur dans le raisonnement, on apprend tout un tas de choses qui, elles, seront utiles beaucoup plus que le théorème de Pythagore en soi. Et c'est ça qu'il faut faire passer dans cette éducation, c'est que quand on apprend la physique, quand on apprend la biologie, quand on apprend les maths, bien sûr que c'est une matière scolaire, mais justement, dans un monde idéal, on devrait en fait ne pas s'apercevoir de ce côté scolaire pour ne voir que le côté plutôt émerveillement. Et le côté émerveillement, c'est un peu celui qu'on met en avant aussi dans les musées. Encore une fois, je travaille au muséum, on a des expositions permanentes qui sont là aussi pour émerveiller, pour montrer que la science est très belle au sens esthétique et intellectuel du terme. Et c'est vrai que les sciences, c'est un peu une punition aujourd'hui. Ça ne devrait pas l'être. Et je pense que comprendre ce qu'on mange nécessite effectivement d'avoir un peu de connaissances scientifiques. Et ces connaissances peuvent très bien passer de manière très soft, pour parler en bon français comme tu disais, à travers des sujets que les gens ont envie et auxquels ils ont envie de s'intéresser, comme l'alimentation. L'alimentation est un super vecteur pour parler de physique, parler de chimie, parler de biologie. Il y a un truc qui peut être emmerdant, je prends un exemple en cuisine et tout de suite on a envie d'écouter parce qu'il s'agit de cuisine. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ce sujet-là. Marine, Anne, je vous voyais opiner sur la question de la scolarité. Est-ce que ça veut dire que vos organisations respectives, vous allez dans les écoles, vous prêtez un coup de main ? Nous, on avait participé à un programme lancé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans des collèges dans le Calvados, dans le cadre du festival de Bayeux pour les correspondants de guerre, où il y avait tout un programme de sensibilisation à l'exil auprès de collégiens de 4e, 3e. Et nous, on avait organisé des collaborations entre des cuisiniers réfugiés et les cantines, et les cuisiniers de la cantine, les cantiniers. Et du coup, tous les collégiens, le midi, les 600 collégiens mangeaient un menu yéménite, etc. Et en fait, l'après-midi, il y avait des petits ateliers goûter. Voilà, donc c'était aussi des enjeux de diversité alimentaire. Pourquoi on mange différemment, d'où ça vient, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les collégiens, pour la première fois, redonnaient de la valeur aux personnes derrière, aux cantiniers qui leur servaient à manger. Et il y a eu des moments de standing ovation incroyables où les cantiniers... où les cantiniers, à la fin, avec le cuisinier invité, sont sortis dans le réfectoire et où tous les élèves, les collégiens ont applaudi. Et du coup, les jours d'après et les semaines d'après, les cantiniers nous disaient maintenant, les collégiens nous parlent, ils disent « Ah, mais alors, demain, tu feras comment ? Et la semaine prochaine, tu pourras refaire ce que... » Donc, tout ça pour dire que effectivement, c'est un vecteur tellement puissant, la cuisine. Et surtout, nous, ce qu'on essaye de défendre aussi, c'est que ça passe vraiment par l'humain et par montrer les gens qui sont derrière, les gens qui font. Et évidemment par le goût, parce que je pense que les enfants savent que le bon goût des choses. Je crois. Au-delà du sucre. J'espère, parce que pour l'instant, ma fille est sur des blocages de goût, mais elle a 2 ans, je pense que ça se développe un peu par la suite. Mais Anne, vous aussi, Chef Force de Planète, a vocation à accompagner les écoles ? On aimerait beaucoup, parce que je suis vraiment totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a pas mal c'est un énorme chantier, mais il y a des choses qui commencent à se faire. Vous avez parlé de la loi Egalim, par exemple. Maintenant, dans les cantines, il y a un menu végétal, je crois, ou végétarien, ou 2 par semaine. C'est devenu obligatoire. Et clairement, de pouvoir sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à toutes ces problématiques, c'est essentiel. On a été un peu en discussion. On a commencé une discussion, par exemple, avec la mairie de Paris, pour voir comment on pourrait travailler avec eux dans les écoles ici. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer Chef for the Planet, parce que les chefs sont des ambassadeurs incroyables et qui peuvent donner envie, inspirer le plus grand nombre, y compris les enfants, donc carrément.
On a très envie de travailler avec les enfants et les écoles. Alors la personnalité inspirante, Aruna, Ouais. est-ce que tu te vis comme ça d'ailleurs? Est-ce que tu te vis comme une personnalité inspirante? Nous, dans le monde qu'on vit, je sais qu'en tant que cuisinier, on a un gros rôle sur la planète au niveau de l'apprentissage et aussi au niveau de l'écologie. Parce qu'on sait, derrière les industries, nous sommes les deuxièmes plus gros transformateurs. Et du coup, notre rôle, c'est quand même de penser qu'est-ce qu'on doit servir et qu'est-ce qu'on va faire la promotion. Parce que je pense que maintenant, c'est inutile de faire des promotions des ingrédients qu'on ne pourra pas avoir d'ici 5 ans. Je dis 5 ans, je reste quand même un peu pessimiste. Par exemple, comme la viande. On ne peut pas continuer de consommer la viande qui viennent de l'autre bout de la planète, ou sinon des produits qu'on prive les petits producteurs de leur propre production, parce que nous ici en Occident, on a les capacités de les avoir. Et aussi, par exemple, si en France on fait la promotion du quinoa, je pense que c'est pas bien. Il y a les cultivateurs de Naé ou de Caille qui n'arrivent pas à subvenir leurs besoins, qui sont obligés de vendre ça pour l'export. Et nous, notre rôle de cuisinier, c'est de transformer les produits qu'on trouve ici en Europe, de les faire valoir ou de les faire transformer, de mettre nos épices pour faire une cuisine africaine avec les produits qu'on trouve ici. Je pense que ça ne sert à rien de faire une cuisine africaine avec les produits qui viennent de l'autre bout. Par exemple, là, je vous ai servi du yassa. Je sais que tous les produits, on peut les trouver ici en France. J'ai fait un plat africain avec les produits qu'on trouve dans le 78. Le but de cuisinier, c'est de promouvoir des produits qu'on puisse les avoir juste à côté de chez nous. Et est-ce que tout se mange ou pas? Parce que dans le podcast sur RFI, je t'avais entendu piéger des chefs en leur apprenant qu'il y avait un certain nombre de parties de je ne sais plus quel fruit qui se mangeaient et ils pensaient que ça se mange pas. Ça se mange ou pas la feuille? Moi, mon but sur les assiettes, je sais qu'on est tous des adultes dans la salle, on connaît les produits. Le but, c'est de mettre un bout du produit sur l'assiette pour montrer qu'est-ce que c'est que ce produit. Parce que je sais, courge et spaghetti, c'est cultivé en France. Mais il y a tous les enfants qui ne savent pas courge et spaghetti. Donc le but, si je fais une carotte, ça, ce n'est pas un bon exemple, mais je pense que si je fais les courges ou des fruits brocolis ou des navets, c'est de mettre quelques bouts pour rappeler le produit tel quel. Et là, j'ai fait la forme du courge et spaghetti. Si c'est les enfants que je servais, au moins ils savent le produit, il ressemble à ça. Et aussi, c'est de signer que le produit il est frais, il vient juste à côté de chez nous. Parce qu'on sait que les produits qui sont congelés, on ne pourra jamais avoir les coques. Donc on mange ça? Non, Non, pas c'est ça. c'est juste pour... Il est taquin. Alors, hop. Voilà, pour dégoûter un peu tout le monde, je vous montre quand même comme ça là ce que vous ratez à la caméra. J'ai toujours rêvé d'avoir cette carrière mi-Maïté, mi-Pierre Bellemare, mais c'est quand même pour que vous voyez, parce qu'on parle de nourriture. Nous, on va avoir la chance de se goberger, mais... Oui, alors ceci étant, on est quand même très très mal accueillis parce que... Bon, c'est pas pour dire, mais voilà. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse sur la convivialité de l'eau minérale, quoi. Est-ce qu'on peut aller chercher un verre de vin pour Monsieur Lavelle? On ne peut pas. Ah bah non, parce qu'on est régi par la loi de mon quasi-homonyme. Non, mais j'aurais moins espéré en avoir un sous la table, mais tu vois même pas. Alors dans les années 80, quand on avait quand même le droit à plus de choses, Thierry Ardisson mettait des verres opaques pour qu'à l'intérieur on puisse avoir du champagne. Et après, en fait, c'était des shots de vodka qui étaient servis. Mais je vous cache pas qu'au troisième verre de vodka, Ça se voyait à l'extérieur. ce serait un peu la cuisine pompette, quoi. Voilà. Christophe, vous avez entendu ce que disait Aruna en disant que c'est quand même un peu irresponsable de faire la promotion de certains produits qui pourraient manquer dans 5 ans. Donc là, on sent le lanceur d'alerte. Ouais. Toi, évidemment, ça doit te faire bondir. Oui, ça m'amuse. Enfin, ça m'amuse, c'est sérieux, mais je veux dire, ça m'amuse quand j'entends certains pronostics. Par exemple, il y a régulièrement des gros titres
parce que ça marche bien dans la presse, un peu les choses un peu à scandale ou un peu scénario sensationnel. Par exemple, quand on lit telle étude de tel think tank dit qu'en 2030, il n'y aura plus de viande. On sent bien qu'on est dans un scénario de science-fiction qui n'a rien de scientifique pour le coup. La consommation de la viande, c'est un gros sujet. C'est peut-être le plus gros sujet en termes d'écologie aujourd'hui alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut pinailler sur tout un tas de choses. Alors quand je dis pinailler, il faut pinailler sur beaucoup de choses, essayer d'améliorer l'empreinte carbone, évidemment, les manières de cultiver, etc. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans une démarche qui se veut vertueuse, on peut ruiner tous les efforts rien qu'en ayant une mauvaise balance des protéines animales versus végétales. C'est-à-dire que je peux faire tous les efforts que je veux. Si j'ai 300 grammes de viande dans mon assiette, combien même elle serait bio, locale, etc., je ruine absolument tout ce que je peux avoir fait à côté en termes de prendre soin, transport, approvisionnement. Donc on sent bien que c'est un levier extraordinaire d'amélioration. Et ce qui est un peu ironique dans l'histoire, c'est que tout le monde en est conscient. C'est-à-dire qu'on dit toujours, et c'est vrai que c'est ce qu'on répète tout le temps, il faut manger moins de viande. Ça ne veut pas dire arrêter d'en manger, parce qu'il y a aussi une part d'élevage qui peut être vertueuse, et l'agriculture végétale a aussi besoin des coproduits de l'élevage animal, ne serait-ce que pour amender les sols, etc. Donc il y a une vraie possibilité d'avoir une co-agriculture qui s'est toujours faite vertueuse entre l'animal et le végétal. Mais ce qu'il est clair dans cette histoire-là, c'est qu'il faut changer les pratiques. Or, quand on voit la consommation de viande, ce n'est pas compliqué. On était à autour de 20 grammes par personne en France dans les années 1800. On est passé à 40 grammes en 1900. On est passé à kilogrammes par an, par habitant. 40 kg début 1900, 60 kg années 60 et jusqu'à 100 kg dans les années 80. Aujourd'hui, on est redescendu un peu. On est autour de 87-88, mais ça ne bouge pas depuis 10-15 ans. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a le message en permanence, il faut manger moins de viande, il faut manger moins de viande, il faut manger moins de viande. La consommation ne bouge pas d'un poil. 100, 200 grammes de temps en temps, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Ça veut dire que les injonctions ne sont absolument pas suivies des faits. Pourquoi ? Parce que, une fois de plus, l'alimentation est culturelle et il y a un levier énorme à dépasser, c'est celui de la culture, justement, de se dire mais j'ai l'habitude de cette consommation et pour me passer de cette habitude, ça demande un effort assez conséquent. Aujourd'hui, les végétariens, ou qui se déclarent tels quels, c'est quelques pourcents, 2, 3, 4%. Ça ne change pas beaucoup. Et d'un point de vue empreinte environnementale, ils ne sont pas forcément beaucoup mieux parce qu'on se met à consommer des produits ultra transformés végétaliens, mais qui ont une empreinte carbone absolument désastreuse. Donc évidemment, dans cette histoire-là, on se rend bien compte qu'il faut, comme on disait un peu tout à l'heure, rester raisonnable. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la viande, il ne s'agit pas de se dire qu'en 2030, il n'y en aura plus, parce qu'on peut parfaitement faire en sorte qu'il y en ait. Il s'agit de se dire que vraiment, il faut effectivement passer à l'acte, ça veut dire réduire cette consommation de manière conséquente. Mais de manière conséquente, c'est pas c'est conséquent, c'est-à-dire c'est divisé par 2, divisé par 3. C'est pas juste se dire je vais faire un repas par semaine végétarien, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est ça qui se passe dans les écoles, c'est un premier pas. Mais derrière tout ça, il y a une volonté d'améliorer bien sûr l'empreinte écologique, une volonté d'être vertueux, mais pour que ça marche en étant vertueux, il faut que ça soit bon. Et pour que ça soit bon, c'est sûr que si à la place de ma boulette de viande, dont j'avais l'habitude et que j'aimais, on me colle une boulette mal faite de protéines de pois et de soja parce que c'est tout ce qu'on a trouvé à faire et qu'in fine, le gamin, il a bien conscience que c'est quand même beaucoup moins bon, on sait qu'on va dans le mur. Donc il faut rendre cette cuisine vertueuse, gourmande. Et c'est là que c'est compliqué, c'est qu'il faut être sur les deux aspects à la fois. Si on n'en a qu'un, ça ne sert à rien, on est en train de travailler pour rien. Donc l'alimentation de demain, il faut la rendre très appétissante, et c'est qu'à ce prix-là qu'on pourra la rendre aussi vertueuse en même temps. Si c'est punitif, ça ne marchera jamais. Or pour l'instant, on est un peu dans une logique un peu de punition, on se dit bon, on va arrêter la viande. Ouais, mais, et alors Alors, il y a aussi un autre biais, futuriste, solutionniste, technologiste, qui est la viande de synthèse. Oui. On remplace ça et on recrée. Fausse bonne idée ou vraie bonne idée ? Pour l'instant, alors c'est difficile de se projeter parce que les technologies avancent très vite. Tu en as goûté déjà ? Non, j'en ai pas goûté. Je serais curieux d'en goûter, évidemment. Cette espèce de course à la technologie, moi j'ai un peu de mal avec ça. Mais je dirais que j'ai pas de mal en tant que scientifique, j'ai de mal d'un point de vue culturel. Je vois pas trop. Grosso modo, à l'heure actuelle, si tu regardes, tu as deux logiques. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on avait confiance que la viande posait un problème, il y a deux logiques qui se mettent en place. Celle que tu viens de dire, qui est de te dire on va arrêter l'élevage, on va faire de la viande artificielle.
C'est-à-dire qu'on va faire pousser des cultures cellulaires, musculaires, in vitro, et ça va, sans tuer de bêtes, on va pouvoir produire de la viande en laboratoire. C'est une optique. Il y a aussi l'autre optique qui va un peu dans le même sens, qui est de fabriquer des espèces de succédanés de viande à partir de résidus végétaux. Mais tout ça dans la même idée de faire quelque chose qui ressemble vraiment très fort à de la viande, que ça soit à partir de cellules animales ou végétales. Et comme ça, on aura une manière de remplacer l'élevage. Ça, c'est une première logique. Il faut que ça passe un certain nombre de barrières technologiques, barrières environnementales, parce que pour l'instant, les coûts de production sont faramineux, aussi bien en termes économiques qu'en termes environnementaux, et puis l'acceptation du consommateur. Il y a une autre logique, qui est tout autre, mais qui est en plein boom aussi, dans laquelle il y a des investissements phénoménaux, c'est l'élevage d'insectes. L'élevage d'insectes, pas pour nourrir l'homme, mais pour nourrir le bétail. Autrement dit, il y a une des plus grosses fermes, c'est pareil, je ne vais pas citer d'entreprise, mais il y a 400 millions de dollars qui ont été injectés dans ce qui va être la plus grosse ferme à insectes au monde, qui va s'ouvrir en France, et dont l'entièreté des produits est fait pour nourrir le bétail, mais c'est-à-dire rendre l'élevage plus écologique, mais avec un vrai élevage. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une manière contournée pour continuer à produire de la vraie viande sur 4 pattes ou 2 pattes pour les volailles, mais en changeant totalement la chaîne d'approvisionnement pour arrêter de faire venir du maïs issu de la déforestation de l'Amazonie et à la place faire pousser des insectes chez nous qui vont nourrir les bétails, auquel cas on a réglé le problème parce qu'on peut avoir de la viande vertueuse. Et ces deux logiques sont en train de recueillir des investissements faramineux et c'est un peu, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va gagner dans l'histoire là. Est-ce que les deux vont coexister? Est-ce que l'acceptabilité va jouer aussi? Tout ça, c'est des questions en suspens et moi, j'ai pas de boule de cristal, les scientifiques n'en ont pas, mais c'est des sujets assez excitants, effectivement, oui. Anne, toi qui as travaillé dans des couloirs où il y avait souvent des lobbyistes qui plaçaient pour essayer d'influencer les décideurs politiques en disant il faut que vous nous ouvriez la porte à la viande de synthèse, etc. Tu as la réponse à la question de Christophe, tu sais lesquels vont gagner? Est-ce que c'est les producteurs de viande de synthèse? Est-ce que c'est les producteurs d'insectes? Je pense que ce sera sûrement un peu des deux, en bonne diplomate, ma réponse. Et je pense aussi que ça va être très culturel, donc ça va peut-être dépendre en fonction des pays. C'est quand même, je suis un peu tout ce qui se passe justement sur ces questions de viande de synthèse et beaucoup d'investissements et d'innovation en Californie. Je trouve, ça ne m'étonne pas que ce soit des Américains qui aient créé l'Impossible Burgers ou le Beyond Burgers pour créer un burger qui ressemble exactement au burger de viande, mais sans être de la viande. Donc je pense qu'il va y avoir une cohabitation et qu'en fonction des pays, des cultures, peut-être qu'il y aura des pays où déjà on mange des insectes, où on mangera plus d'insectes, d'autres pays où on continuera à manger plus de viande, ça va dépendre. Et pour rester dans ce que disait Christophe à l'instant, on est dans une guerre des récits, mais notre imaginaire dominant, ça reste un imaginaire carniste, puisqu'on essaie de reproduire des alter-burgers, mais enfin des burgers, quoi. Alors voilà, et moi par exemple, je suis végétarienne, je ne mange plus de viande, j'ai décidé pour des raisons d'engagement pour le climat et pour l'environnement et la nature aussi, parce que ce n'est pas juste l'empreinte carbone. Désolée, je n'avais pas prévu le chef. Christophe, c'est un engagement chevillé au corps, c'est aussi la preuve que c'est très bon. Mais voilà, il y a plein de manières différentes. Donc ce qui est bien, je trouve, c'est que je suis complètement d'accord avec toi, ça ne peut pas être punitif. D'où l'intérêt aussi, nous, de travailler avec des chefs pour donner envie aux gens de comprendre, de se sensibiliser, de s'éduquer sur différentes manières de manger, mais pour que ça reste bon et en même temps meilleur pour la planète et pour le futur. Mais ce qui est bien avec toutes ces différentes technologies et ces méthodes, c'est que chacun pourra faire un peu comme il veut. Des gens manger des Impossible Burgers, d'autres peut-être de la viande de synthèse. Enfin, voilà. Des poudres. Comme c'était dans les dystopies. Des graines. Moi, je mange beaucoup de graines. Tu vois, la dystopie des années 70, les années 70, c'était il y a 50 ans, et les dystopies, elles ne se sont pas réalisées du tout. Et donc c'est pour ça que ça me fait un peu marrer quand on voit l'évolution de l'alimentation, elle est très très lente. Donc quand on dit en 2030 on va manger comme ci, en 2040 non, bien sûr que non, en 2030 on mangera comme aujourd'hui, en 2040 aussi, en 2050 très vraisemblablement aussi. Il y aura des ajustements, mais globalement si je prends une photo de l'assiette de 2050, je suis prêt à parier que ce sera très difficile de dire qu'on est en 2050, ça ressemblera à l'assiette d'aujourd'hui.
Et d'ailleurs, de façon assez paradoxale, les assiettes de 2020 ressemblent beaucoup aux assiettes de 1950 parce qu'on est persuadé que c'est là où il y avait une espèce d'acmé du bon sens. Il y a un livre d'un journaliste qui s'appelle Jean-Laurent Casely, le livre s'appelle No Fake et il montre très bien comment on a tous réinventé, parce qu'évidemment il ne faut pas être traditionnel, mais on a réinventé les recettes de grand-mère en refaisant de la blanquette de veau, etc., en mettant des affiches de Jean Gabin au mur, mais juste sans gluten et avec le Wi-Fi pour pouvoir le mettre sur Instagram. Mais 1950 va bien, on est d'accord, Christophe, dans les assiettes, c'est un gros retour de la tradition. Ouais. C'est le bon plat de terroir, comme on appelle ça aujourd'hui, qu'on aime toujours bien faire. Après, ça montre aussi qu'on a besoin de ça. Il y a un côté, entre guillemets, rassurant dans la cuisine. Tu parlais de ta fille qui ne met pas les aliments nouveaux, mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que la nouveauté, ça fait toujours peur, toujours. Donc on a besoin de ce côté rassurant de manger ce qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on va aller chercher des surprises. Mais globalement, on a besoin de ce côté, ah oui, ça j'aime bien. Ça j'ai déjà mangé, j'ai envie d'en remanger. J'ai envie d'aller vers ça. Et c'est pour ça que tous ces petits restaurants effectivement, qui proposent des plats du terroir, finalement, même si c'est parfois pas forcément très bien fait, on a envie d'aimer quand même. Donc on est plus indulgent avec ce type de plat. Et c'est vrai que c'est important. Et après, il y a le côté qu'on voit aussi ici, qui est le côté ouverture, mais très culturel, très découverte, parce qu'on va découvrir quelque chose qui est d'une certaine manière rassurant aussi, dans le sens ça pourrait être une nouveauté parce que c'est un autre terroir, mais ça reste un terroir. C'est pas comme notre histoire tout à l'heure de viande artificielle, où là c'est nouveau pour tout le monde. Là, on se dit, tiens, je vais découvrir le terroir d'un autre, et on a envie d'aller là-dedans. C'est aussi ça la magie de la cuisine, c'est aussi cette espèce d'ouverture, où on a envie de découvrir les terroirs des autres et d'y aller, quoi. C'est une merveilleuse manière de voyager aussi, quoi. Marine, c'est ça dont tu fais la promotion avec le Refugee Food Festival, c'est découvrir des terroirs qui ne soient pas nécessairement des terroirs berrichons ou bourguignons? Oui, exactement. Et puis évidemment, derrière une assiette, il y a beaucoup plus que ça, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer une culture, un patrimoine et peut-être de rappeler aussi que les migrations, les migrations des aliments, c'est ce qui fait aussi que notre cuisine française, même des années 50, est aussi riche à l'heure actuelle. Donc c'est aussi une manière de rencontrer un petit peu l'autre et de rappeler que la diversité est une richesse et aussi constitutive de nos assiettes, je crois. Sur le débat précédent, à savoir le niveau de consommation de viande, un certain nombre de chefs qui officient pour le Refugee Food Festival viennent de pays où on n'a pas exactement le loisir de manger 100 kg de viande par an. Est-ce que du coup ça vous donne un bon argument de plaidoyer pour avoir de la pondération carnée dans vos menus ? En fait, dans le cadre du festival, on travaille avec différents restaurants. Ça va du restaurant gastronomique à la cantine de quartier, à la crêperie, etc. Et ce sont tous des restaurants qui, a priori, œuvrent pour une alimentation un peu plus durable au sens large. L'objectif, c'est ce qu'on essaye de promouvoir au sens large, c'est effectivement peut-être de revenir aussi au goût et à ce qui nous plaît. On a le droit de ne pas aimer la cuisine d'un certain pays, d'une certaine région, etc. Mais de se ramener au goût et de ce qui se passe vraiment dans nos papilles. Et effectivement, le fait d'apprendre, d'avoir l'occasion de découvrir l'autre, la cuisine est un formidable vecteur pour ça. Aruna, tu as entendu Christophe dire en fait au fond on veut toujours manger la même chose, et j'ai entendu donc Marine qui disait que pendant le premier confinement tu n'as jamais fait le même repas. Je peux t'assurer que la majorité des Français en confinement n'en ont pas fait autant, puisqu'on a tous tourné sur 3 recettes, 4 et 5 pour les punks, mais ça c'était vraiment déjà très extraverti. Où est-ce que tu cherches la curiosité pour réinventer des recettes tous les jours ? En fait, la curiosité, ça vient de mon parcours d'adaptation, comme je disais depuis le début. Et aussi parce que j'ai été bénéficiaire de ces repas-là, souvent que je n'arrivais pas à terminer, parce que ce n'est pas parce que je n'aimais pas les produits, parce qu'il n'y avait pas... c'était pas cuisiné avec beaucoup d'amour derrière. Je pense que nous, la cuisine, avant tout, c'est un engagement, c'est le message qu'on veut transmettre. Et si ce message n'est pas sur l'assiette, ça ne marche pas. Du coup, pour nous, c'est nous à Refugee Food Festival, tous les cuisiniers qui sont là-bas, ils veulent transmettre un message à la nation, l'attachement qu'on a à la nation. Je pense à travers la cuisine, on peut transmettre ce message-là. Et la culture culinaire en France a un rôle majeur parce que moi, je m'inclus, je dis en tant que
réfugié, je viens dans un autre pays, mais si je me compare avec les gens qui travaillent dans la médecine ou dans le bâtiment, je pense qu'on est beaucoup plus en avant qu'eux sur l'intégration en France. Parce qu'on sait, la cuisine en France, ce n'est pas juste question d'assiette, c'est une question de culture, c'est un art de vivre que beaucoup de pays ils ont envie d'avoir. Parce que dans tous les manuels scolaires de cuisine, on se référencie beaucoup sur le manuel Auguste Escoffier. Du coup, nous, en tant qu'émigrés, de venir ici et de travailler dans la cuisine, on sait qu'on peut apporter beaucoup. Et aussi, la cuisine pour nous redonner espoir de rentrer, d'aller avec ces compétences-là, de les exposer, de les faire partager, de les faire vivre. Parce qu'on sait, dans tous les pays, on mange 3 fois par jour, on a des milliers de repas, mais on sait que dans toutes les cuisines comme ça, dans les grandes maisons, ils mettent tout le temps en place l'ordre d'Auguste Escoffier. Donc nous, en tant que cuisiniers, c'est un plaisir. Et ce qui fait Refugee Food Festival, c'est merci pour le Refugee Food Festival, comme je parle tout ça à Marine. Ça nous a permis beaucoup de chefs de transmettre le message qu'ils veulent et aussi d'accélérer sur leur processus d'intégration en France. On sait que ce n'est pas facile. Et aussi, ils militent beaucoup pour que les gens ne tombent pas trop sur le communautarisme, parce que ça sent qu'ils nous laissent libres. Mais si on voit les actions qu'ils mènent, à chaque fois, on se lève beaucoup plus attaché à la nation. Même au début du confinement, plein de chefs du Refugee Food Festival, ils voulaient faire quelque chose pour le pays, pour faire du bénévolat ou d'autres. Je pense que ça, c'est grâce à la cuisine que nous portons au Refugee Food Festival. C'est de dire que les gens, on est tous pareils. Nous aussi, on a notre mot à dire. J'espère que vous enverrez un replay de l'émission à Gérald Darmanin, qui avait tenu des propos d'une intelligence vraiment très discrète sur la cuisine communautaire. Et on voit bien effectivement comment le fait de manger autre chose qu'un bœuf bourguignon, ça nous enrichit. Monsieur le ministre, je vous donnerai votre adresse, etc., si vous voulez me mettre une amende pour attestation. Mais merci infiniment à Runa. Je vais te laisser préparer le dessert, parce que du coup... Voilà. Oui. Est-ce que justement cette question des manuels, Christophe, c'est encore... parce que quand on n'a pas eu la chance d'avoir une école où on nous ouvrait à une grande diversité, où Marina et Anne étaient passées avec leurs cuisiniers pour aider les gamins, est-ce que les manuels qui désormais ont été digitalisés, ils sont au goût du jour? Est-ce que ce qu'on trouve sur Internet aujourd'hui en termes de recettes, alors évidemment on ne va pas citer, mais on pense tous à des sites de recettes qui sont très présents, ils ont beaucoup intégré, toi qui dois quand même regarder un peu ça, oui, ces nouveaux paramètres. Bien sûr, c'est une explosion totale. Je veux dire, grâce au numérique, on a accès absolument à toute la cuisine mondiale en 3 clics, de manière plus ou moins aboutie, bien sûr. Et les sources ne sont pas toutes de qualité. Mais, et dans la formation, alors après, je sais pas, les manuels, c'est plus en formation professionnelle, où on essaye quand même effectivement d'avoir des manuels aujourd'hui au goût du jour, et que dans les lycées hôteliers, on a quand même un tissu extraordinaire d'écoles hôtelières, unique au monde. En France, on a plus de 300 lycées hôteliers. Il n'y a pas d'autres pays dans lesquels il y a une telle diversité et profusion d'écoles culinaires, et d'écoles publiques, en l'occurrence ici. Et donc c'est clair que dans ces écoles, bien sûr, on forme des professionnels, bien sûr, on essaye de les former à une cuisine d'aujourd'hui avec les thématiques modernes qui sont la prise en compte des aspects santé, des aspects environnementaux, d'où l'ouverture sur les cultures du monde, etc. C'est des choses qui sont présentes dans les formations. Après, le particulier chez lui, c'est vrai que voilà, les sources, il en a beaucoup. Mais pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce, encore une fois, un petit paradoxe. La cuisine, on n'en a jamais autant parlé, elle n'a jamais eu autant de succès. Et les émissions de télé, on en voit à profusion. Et donc il y a un vrai engouement, mais qui n'est pas, une fois de plus, traduit dans les faits, dans le sens qu'en 20-30 ans, on a perdu 20 minutes en cuisine. C'est-à-dire qu'en moyenne, on cuisinait 70 minutes par jour. Aujourd'hui, on en est à 50 minutes par jour. Souvent la femme d'ailleurs, même si ça commence aussi à se rééquilibrer un peu. Il doit y avoir un petit boost pour 2020 pour des raisons indépendantes exactement. de notre volonté. Mais... On attend les chiffres de 2020 parce que voilà, effectivement, les contraintes font qu'il va peut-être y avoir un petit boost. Et ce qu'il faut espérer, c'est que ce boost qui est réel, forcément, parce qu'on n'a pas le choix, il va falloir cuisiner quand il n'y a personne d'autre pour nous nourrir. La grande inconnue, c'est à quel point quelque chose va perdurer après
quand on sera déconfiné en 2025, est-ce qu'on pourra effectivement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc mais ça veut dire que d'une certaine manière, la bonne conséquence de ce confinement, et comme tu viens de le souligner, c'est que ça a un peu obligé les gens à se mettre le nez dans l'assiette, ne plus reposer entièrement sur les cantines ou les restaurants pour ceux qui avaient les moyens, c'est de se dire, et c'est d'ailleurs beaucoup de gens qui se sont retrouvés totalement dépourvus, dans les chiffres aussi qu'on commence à avoir suite aux analyses sociologiques et l'enquête, alors post-premier confinement, on commence à avoir les chiffres, effectivement, il y a eu une prise de poids chez plus d'un quart, un tiers des personnes ont grossi pendant le confinement. Et on grossit parce qu'effectivement, il se faisait déjà effectivement plus d'activité physique, mais aussi du grignotage permanent, une espèce de truc, on ne sait pas trop quoi faire, on est perdu. Ce midi, il n'y a pas de cantine, il n'y a rien, qu'est-ce que je fais? Effectivement, on a tendance à acheter n'importe quoi et à bouffer n'importe quoi. Et on voit les effets dès maintenant. Ça veut dire qu'effectivement, et puis il y a ceux qui ont réagi en disant bon, je vais mettre mon tablier. Et puis, je vais me lancer, Je vais me lancer pour faire des choses plus ou moins compliquées, d'où l'énorme succès du pain. C'est quelque chose de sociologiquement extraordinaire, effectivement. Tout le monde se met à faire du pain au levain, c'est génial. Évidemment, tout ça va s'arrêter une fois que tout le monde aura repris le boulot, parce que ça demande un temps dingue. Mais ça va laisser une culture. C'est-à-dire quelqu'un qui sait faire son pain, même s'il arrête de le faire, il va avoir tendance à aller chercher du pain peut-être un peu plus qualitatif que ce dont il avait l'habitude avant. Donc, il y a quelque chose de vertueux qui, on peut l'espérer, va ressortir de cette histoire-là, parce que ne serait-ce que le fait d'avoir poussé les gens à mettre le nez dans ce qu'ils mangeaient éventuellement, et les obliger à être maîtres dans leur alimentation, et donc de se mettre à cuisiner. Et c'est quand même merveilleux, la cuisine, c'est quand même une emprise sur notre environnement qui est extraordinaire. Tout le monde devrait cuisiner. Et comme l'a bien dit Aruna, effectivement, ce n'est pas une histoire de moyens, c'est qu'on peut, avec n'importe quel produit, cuisiner. Et au contraire, je dirais presque, moins on a accès à une variété de produits, plus on est obligé d'être ingénieux dans sa manière de les transformer. Et plus on doit mettre en avant un talent culinaire particulier. Si j'ai du homard et du caviar et de la truffe sous la main, c'est pas compliqué de faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Si j'ai 3 patates nous regarde. Voilà. Et si j'ai 3 patates et 2 haricots, il va falloir que je bosse. Et c'est là où ça devient intéressant finalement. Et c'est ça qui est excitant dans la cuisine, c'est de réussir à faire quelque chose, à faire le maximum avec le minimum. C'est quand même ça qui est le merveilleux, Peut-être là-dessus, Aruna, tu peux parler de la patate douce, parce que je sais qu'il y a aussi un sujet, on parlait d'éducation tout à l'heure, mais... Au niveau des aliments, vous savez, dans tous les continents, ça ne marche pas de la même façon, on ne les cuit pas de la même façon. Et au début de mon apprentissage, j'avais beaucoup de mal avec les produits, parce que je viens dans un pays qui ne mange pas des brocolis ou des carottes comme ça. Et du coup, une fois, on faisait des testings. Je voulais faire l'honneur à la patate douce, parce que je sais qu'il y en a beaucoup et ça commence à pousser en France. Je dis pourquoi pas essayer d'intégrer des nouvelles choses dans cette cuisine-là. Et on a commencé à faire des patates douces crues et tout le monde me regardait, me disait on ne mange pas de patates crues. J'ai dit oui, on ne mange pas de patates crues, mais les patates douces, ça c'est autre chose, ce n'est pas de la pomme de terre. Après, vu que c'était un grand palace, il y avait du monde qui vient de différents pays. Ils me disaient, chez nous, il y a beaucoup de patates douces. Ça vient de chez nous. J'ai dit, la cuisine africaine, c'est exporté partout dans la planète avec ces produits. Et du coup, nous aussi, il y en a. On a commencé à les consommer, c'est en Afrique, en Égypte. Du coup, moi, je connais ce que je parle, c'est patates douces, on la mange crue. On me disait que c'est non. Et comme ça, on a essayé de faire des testings pour ça. Jusqu'à la dernière minute, il y avait des réticences parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger des patates douces. Et le chef, il me dit qu'il faut toujours écouter, s'adapter, apprendre. Et j'ai fait un plat avec les patates douces et tout le monde me disait, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit que la cuisine, elle est large, on ne peut pas tout savoir. Après, je les ai conseillés, c'est juste question d'adapter et d'écouter l'autre. Et pour ce que Vincent disait, comment je cuisinais autant de plats sans faire la même chose. En fait, pour moi, c'est simple. Il suffit juste d'avoir le produit en visuel, de dire comment on peut le travailler sans mettre d'autres produits. Parce que j'étais parti sur la base de Linky, c'est une association qu'on travaille ensemble, qui récupère les produits. Je dis, c'est dommage que Linky, il nous récupère des produits et que nous, on aille faire des courses pour rajouter. Comme si l'âme de Linky, on le noyait dans nos assiettes.
Je me suis dit qu'on va faire comme ça. Si je ne suis pas là, vous prenez les légumes qu'on vous a livrés, vous faites le tour et vous les essayez de les travailler en 3 fois. Vous découvrez des recettes en 3 fois. Et là, vous regardez dans quelle manière vous pouvez les travailler plus vite et ne pas rajouter d'autres produits. J'ai mis ça dans la cuisine et tout le monde a suivi ce mode d'emploi et ça a marché. Du coup, on faisait 500 repas par jour et sans faire le même menu. Et à chaque fois, on recevait les mêmes produits. Incroyable. En fait, ce que nous dit Harouna, c'est en littérature, il y a l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle où on se met des contraintes à mort pour faire inventer des nouveaux romans. Et là, c'est un Ouquipo, un ouvroir de cuisine potentielle où on imagine un peu. Christophe, c'est un bon système de s'imposer des contraintes C'est le meilleur système pour à la fois comprendre ce qui se passe et aussi se forcer à inventer. C'est quelque chose qu'on fait souvent avec les élèves en lycée hôtelier. Justement, on va mettre des contraintes totalement artificielles. Je prends l'exemple en pâtisserie. Si je veux faire une pâtisserie, par exemple, sans œufs, c'est une contrainte. Très compliqué de faire la pâtisserie sans œufs. À partir du moment où je rentre dans cette démarche, je vais faire une pâtisserie sans œufs, je suis obligé de comprendre à quoi sert l'œuf, donc ça m'apprend des tas de choses, par quoi je peux donc éventuellement le remplacer, et du coup ça m'oblige à développer des nouvelles recettes. Et ça, c'est un merveilleux vecteur de recherche culinaire, et c'est ce qu'on fait souvent. Alors là, ça peut être des contraintes parce que c'est un exercice, mais c'est aussi ce qu'on est amené à faire chez soi, en disant tiens, ce soir je vais faire ça, merde, j'ai pas l'ingrédient. Dans ma recette, il me manque un ingrédient. Soit on est complètement décontenancé, on se dit bon ben je laisse tomber, je fais un click and collect et je me fais livrer un plat. Ou soit on se dit bon ben c'est pas grave, à quoi ça me sert ce truc-là, par quoi je peux le remplacer. Et c'est là où on est dans une démarche de cuisine. Effectivement. Comme ça, je fais un petit tour des caméras quand même pour qu'ils voient, parce qu'en plus c'est très beau. C'est pour la fête d'Hanouka. Ouais. Et j'ai pensé parce que j'ai des Je le mets voisins. très près d'Amandine qui du coup vit la pire soirée de sa vie. J'ai des voisins qui le fêtent. Et au moment le matin, je n'avais pas pensé à faire un dessert. Mais sauf quand j'ai garé mon vélo, j'ai vu beaucoup ils le fêtaient. J'ai dit, pourquoi pas ne pas faire un truc. J'ai ouvert mes plancards. J'ai dit, j'ai 30 minutes pour faire quelque chose. Pour aussi, c'est un moment de célébrer. Parce que moi, j'ai grandi au Sénégal. On sait qu'il y a beaucoup de communautés là-bas. Le pays, il y a une religion qui est majoritaire à 95%, mais à chaque moment des fêtes, on se sert des plats en essence. C'est le pays qu'on dit qu'on fête beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas... Si vous allez chez les musulmans, ils fêtent les fêtes catholiques. Si vous allez, les catholiques, ils fêtent les fêtes juives. Donc, du coup, nous... Chercher des prétextes pour faire la fête, non, quoi. C'est pas une question de prétexte. Je pense que c'est important d'offrir. C'est aussi un sentiment qu'on m'a pu apprendre depuis le début. On dit l'esprit teranga, mais mon traiteur, je l'ai appris l'esprit teranga, c'est l'hospitalité. Et aussi de partager et d'inclure. C'est pas parce qu'on limite, c'est pas parce qu'on est musulman, on se dit que Noël, c'est pas notre fête. Ça nous concerne nous tous, soit parce qu'on a un collègue qui est catholique, qui fête Noël, soit on a un ami, soit on a une entreprise qui peut bénéficier au moment de ces fêtes-là. Donc c'est à nous de jouer notre rôle, d'essayer de cohabiter ensemble. Je suis tellement désolé pour... Non mais le Vouvray pétillant va super bien Ouais, bien sur sûr. l'activité du... Je suis tellement désolé pour Amandine, parce que c'est quand même vraiment une merveille. L'accord est parfait. Tu rates quelque chose. Alors, on en est au dessert. Est-ce qu'on peut rajouter cette petite dimension ? Je sais qu'en ce moment, en discussion à l'Assemblée, il y a une loi qui n'a pas l'air très joyeuse, justement, sur la coexistence. Loi dite de réaffirmation des principes républicains et de lutte contre les séparatismes. La bouffe, ça devrait être le premier truc qui réussirait à nous mettre d'accord. Anne, en diplomatie, est-ce que toutes les querelles les plus profondes, religieuses, ethniques ou autres, finissent par s'estomper autour d'un bon repas ? C'est comme ça que ça se passe ? C'est vrai que en diplomatie aussi, les bons repas, ça aide toujours. Alors, c'est pas suffisant, mais clairement, c'est utile et c'est pour ça que peut-être il y a souvent des repas un peu à l'honneur. Et ce que disait Harouna, je partage totalement ce que tu dis. C'est pour ça que l'alimentation, on peut s'en servir pour
plein de causes et d'engagements différents parce que c'est des moments de convivialité qui nous aussi, c'est aussi universel. C'est ça qui nous rassemble en tant qu'êtres humains. On aime tous manger, on a tous besoin de manger. Marine, sur ce sujet? Moi, je suis pour fêter toutes les fêtes de toutes les religions et tous les repas qui sont associés à toutes ces fêtes. Et je pense qu'effectivement, c'est un outil aussi de dialogue entre les différentes cultures, entre les différentes religions, qui n'est pas forcément assez utilisé, je trouve. Et j'adorerais qu'on puisse faire des événements autour de Noël, autour de Hanouka, où on mange tous ensemble. Alors, je ne connais pas forcément bien la fête de Hanouka, mais il y a aussi des symboliques et des valeurs derrière qu'on partage tous, je crois, et qui pourraient être célébrées de manière peut-être plus et puis plus joyeuse, et puis plus neutre, et puis plus simplement, en fait, autour d'une table qui a quand même le mérite un petit peu de mettre tout le monde à égalité, parce que quelle que soit la personne avec qui on mange, quand on partage un repas avec lui, on mange la même chose, on va digérer de la même manière, on va couper l'ail de la même manière, donc il y a quelque chose qui remet un petit peu les choses au même niveau, je crois. On a même créé de nouvelles religions s'il y a besoin pour créer d'autres fêtes. C'est ça. Après, Il y a le pastafarisme qui existe déjà, où voilà, il faut se exactement. balader avec une passoire pleine de nouilles sur la tête. Comme on arrive à la fin du dessert, avant que Madame la Présidente ne vienne conclure, je vais vous demander à chacun de vous quatre, puisqu'on est sur une journée de résistance et d'actes un peu joyeux pour 2021, votre acte, votre engagement pour l'alimentation en 2021. Bon, Anne, comme votre mouvement est naissant, comme ton mouvement est naissant, pardon, chef Force de Planète 2021, on peut peut-être viser l'ACME et ce festival de l'été prochain, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis on va vraiment essayer de développer de plus en plus d'outils de communication, y compris sur les réseaux sociaux, parce qu'on veut vraiment centrer nos initiatives sur la sensibilisation du plus grand public. Donc on va créer avec d'autres, pas tout seul, des vidéos, de la pub pour montrer que c'est possible de manger de manière plus durable et de bien manger et que ce soit bon. Voilà. Christophe, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021, à part une réouverture de ton expo? Elle rouvre à Montpellier. Elle ouvre à Montpellier, elle a déménagé là-bas. Donc dès qu'on pourra, elle va rouvrir. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu pédagogique. Ce qu'on peut souhaiter, moi, le seul créneau qui est le mien, dans lequel je m'investis et je continuerai à m'investir, c'est encore une fois, c'est l'éducation, la pédagogie. Il y a quand même un gros paradoxe de se dire que l'histoire de l'homme, parce qu'on est quand même au musée de l'homme, et la cuisine est un extraordinaire booster d'évolution. C'est qu'on considère que c'est à partir du moment où on s'est mis à cuire les aliments et donc à cuisiner que l'évolution a explosé, parce qu'on a eu un accès aux nutriments qui a été forcément transformé. Donc c'est la cuisine qui nous a fait évoluer et qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et on est en train de partir dans l'autre sens, dans le sens qu'aujourd'hui, le plus gros facteur de mortalité, c'est la malbouffe. Donc on a quelque part un outil qui est la cuisine, qui nous a permis de devenir ce qu'on est, de nous développer, et qu'aujourd'hui est en train de nous tuer parce que justement on ne la maîtrise plus, on ne la fait plus. Donc c'est clair qu'il y a un paradoxe énorme et qu'il faut absolument œuvrer là-dedans. Et comme c'est un créneau dans lequel je peux œuvrer, je vais continuer à œuvrer là-dedans, c'est tout ce que je sais faire. C'est déjà pas mal. Marine? C'est bien. Marine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Refugee Food Festival en 2021? Peut-être que déjà que les restaurants réouvrent et que le festival puisse avoir lieu en juin prochain, qu'on puisse faire ce dîner qui était prévu, qui a déjà été décalé 2 fois au Musée de l'Homme, avec un chef syrien qui s'appelle Mohamed El Khaldi, qui est extraordinaire. Et puis peut-être qu'on n'ait plus besoin de mettre en place notre programme d'aide alimentaire. Je crois. C'est tout le mal qu'on souhaite. Je vais demander à Aruna de nous donner aussi son souhait pour 2021. Petite logique de give back, puisque toi-même tu disais du don contre don, donc je me permets de t'offrir le livre de référence sur l'alimentation. Je mange, donc je suis Christophe Lavelle. Merci. Petit dictionnaire que l'alimentation. C'est à peu près aussi bien que le Escoffier. Et voilà, je vais me faire piquer ma place par Amandine Lepoutre. Qu'est-ce que tu souhaites en 2021 pour toi? Que ton traiteur puisse reprendre, c'est ça? Comme on dit dans notre métier, j'espère que dans notre métier, on a tendance à dire de nettoyer tout, de remettre à zéro. J'espère que nous, les chefs, grands ou petits, qu'on va repartir sur des bonnes bases, de voir que les aliments qu'on commande, on peut faire beaucoup de choses avec les aliments qui sont autour de nous, qu'on respecte aussi les producteurs, parce que
Moi, je sais que j'ai une ferme qui est au Sénégal. Souvent, en France, il y a des produits qu'on achète, mais on ne sait pas derrière qu'on prive beaucoup de monde parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. J'espère que tous ces chefs-là, qu'ils vont remettre leur cuisine en cause, c'est de cuisiner un peu plus responsable. Et aussi, j'espère voir beaucoup de chefs soucieux de la planète et l'avenir de nos enfants. Puissent les chefs davantage ressembler à Haroun Asso en 2021. Merci infiniment pour tout, pour ta présence, pour ton repas, pour ton engagement, pour qui tu es. Merci d'exister tout simplement. Madame la Présidente, c'est un plaisir cette journée, une petite dizaine d'heures de débat. En fait, passé comme dans un enfantement. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Vincent pour cette petite dizaine d'heures de débat. Merci à vous qui nous avez suivis, peut-être pas pendant 10 heures d'affilée, mais j'espère pendant plusieurs sessions qui vous auront intéressés. Moi, je voulais vous dire ce soir que c'était très bon de vous revoir. Alors pour certains en vrai, pour d'autres qui sont apparus dans les écrans. Thinkers and Doers, ça fait maintenant 7 ans que ça existe, et donc de voir réapparaître comme ça des visages. Toi, tu souris parce que tu étais au tout début, avant, Marine. Donc merci à tous. C'était important pour vous, important pour nous, qu'on puisse se dire que cette communauté, ce réseau réparti un petit peu partout dans le monde est toujours là, parce que nous aussi, on résiste. C'est bon de voir ceux qui s'engagent sur des actions de plus en plus fortes. Je salue justement de terminer sur cette session de cuisine. Tous ceux qui se sont mobilisés pendant le confinement, c'est passé par la nourriture, par l'alimentation, par la façon de refaire, peut-être pas tous du pain, mais de refaire quelque chose avec ses mains et de reprendre soin de nos familles et des gens qui étaient proches de nous. Je voulais vous dire aussi, on a reçu beaucoup de messages en disant mais finalement c'est bien de vous voir aussi derrière des écrans parce que peut-être qu'on pourrait faire ça plus régulièrement. Donc on se rassemblait beaucoup, on avait 2 jours, 3 jours à Essaouira chaque année, on se retrouvait dans pas mal de pays. On ne sera pas contre Essaouira. On ne sera pas contre Essaouira, on ne sera jamais contre Essaouira, on espère vraiment nous aussi en juin vous retrouver là-bas. Mais peut-être de mettre en place des formats où de temps en temps on arrive à montrer ce que vous êtes en train de faire les uns les autres, savoir justement ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se créer, quelles sont les actions que vous menez. En tout cas, c'est quelque chose que vous nous avez envoyé comme message aujourd'hui et c'est bien entendu. C'est pris et donc on vous donne rendez-vous, nous, en juin 2021. Je vous remercie infiniment. Merci Vincent d'avoir été là et de nous avoir accompagnés pour ces débats menés brillamment. Merci au chef. Je suis désolée parce que moi, Vincent ne m'a rien laissé. Malgré les grands gestes que je faisais derrière, tu as gentiment fini ton assiette. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.